Deux frères jumeaux, l'un d'eux tombe dans le coma, mais ce que l'autre voit dans le miroir le fait trembler, et ce qui se passe ensuite fait fondre leur mère en larmes. Le soleil se levait encore, projetant une lumière chaude sur les rues étroites de San Miguel de Allende. Le bruit des vélos fendant l'air était le seul bruit de cette matinée tranquille. Samuel et Michael descendaient le chemin de terre, soulevant de la poussière comme s'ils étaient seuls au monde. Ils se ressemblaient physiquement, mais en y regardant de plus près, on voyait que Samuel était plus impulsif, toujours les cheveux en bataille et le rire facile, le genre de rire qui reste en tête. Michael était plus calme, veillant toujours sur son frère comme s'il prenait soin de lui, même s'il ne disait rien. « Allez, ralentis !» cria Samuel en tournant le guidon vers la gauche et en pédalant plus fort. Michael renifla et rit en même temps. « Tu triches toujours dans les virages et tu te plains quand tu perds, Samuel, » répondit Michael. Ils rirent tous les deux, rirent fort comme seuls les frères savent le faire quand ils ne savent pas encore ce que le monde peut leur faire. Ils passèrent devant le champ de tournesol qui ondulait au vent et devant la vieille maison de Doña Lucha, qui criait toujours depuis son balcon « Les enfants, faites attention à cette vitesse !» Mais ils se contentèrent de lui faire signe et disparurent dans le virage suivant. C'était samedi, et le samedi était un jour de liberté, un jour pour oublier l'école, les problèmes de leurs parents, le bruit de la ville. Il n'y avait que d'eux, la route, l'odeur de la terre sèche et le ciel clair, comme s'il avait été lavé pendant la nuit. « Tu sais ce que je souhaite ?» dit Samuel, ralentissant soudainement. « Je souhaite qu'on ne grandisse jamais. » Michael tourna la tête, mi-souriant, mi-pensif. Samuel ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de regarder son frère, car grandir semblait tout changer, et il ne voulait rien changer. Michael secoua la tête, mais avec un sourire aux lèvres, il accéléra à nouveau et cria « Alors, roulons plus vite que le temps !» Samuel éclata de rire et le suivit. Le vent leur fouettait le visage, apportant l'odeur de l'eucalyptus et de la terre humide, même s'il n'avait pas plu. Ils roulèrent dans une flaque peu profonde et se mouillèrent sans le vouloir. Ils crièrent « Burk !» ensemble, riant de leurs propres bêtises. Dans la dernière descente avant la route principale, Michael lâcha le guidon et cria comme un super-héros. Samuel fit de même. Pendant quelques secondes, ils n'étaient plus seulement deux ados. Ils étaient éternels, intouchables, indestructibles. On pouvait encore entendre leur rire sur la route quand tout fut fini. Michael était quelques mètres derrière, pédalant tranquillement, le cœur battant encore fort après la course, le vent lui fouettant le visage, lui apportant cette odeur riche d'herbes sèches. Plus loin, Samuel zigzaguait avec son vélo, jouant comme d'habitude dans les virages. Il lâcha une main, fit un tour dans les airs et rit tout seul. Ce n'est qu'une seconde plus tard, dans ce virage où la route se rétrécissait entre deux vieilles clôtures en bois, qu'un camion apparut, très rapide, très gros, bruyant, comme s'il était sorti de nulle part. Michael eut juste le temps de voir une tache grise, la poussière qui s'élevait, le bruit des freins, cet horrible bruit de métal déchirant l'air. Samuel a crié, mais c'était trop tard. Le choc a été violent, un bruit sourd, comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur. Le vélo de Samuel a volé dans les airs et son corps est tombé au sol près du ravin. Un silence étrange a envahi l'air. Même les oiseaux se sont tus. Michael a jeté son vélo au milieu de la route et s'est mis à courir. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Ses pieds glissaient sur la terre meuble. La poussière n'était toujours pas retombée. Il trébucha, tomba, se releva et se remit à courir. Michael, la voix tremblante, vit son frère allongé sur le côté, la jambe pliée de façon bizarre, le visage couvert de terre, les yeux fermés, très immobile, trop immobile. Michael hurla à nouveau, maintenant agenouillé à côté de lui. « Parle-moi! Allez, dis quelque chose, s'il te plaît !» Michael toucha son bras froid. Sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine la tenir. Ses yeux se remplirent de larmes, une, deux, puis tellement qu'il ne pouvait plus voir correctement. « Non, non, non !» répétait-il comme une prière désespérée. Le chauffeur du camion sortit en courant du véhicule en appelant à l'aide, mais pour Michael, le monde était devenu silencieux. Tout ce qui existait, c'était ce corps sur le sol, le sang mélangé à la poussière, le vélo tout tordu à quelques mètres de là. Michael ne savait pas quoi faire. Il savait juste qu'il avait besoin que son frère ouvre les yeux, même un tout petit peu, juste un signe, un mot, un mouvement, n'importe quoi. « Tout va bien se passer », dit-il en pleurant. « Je suis là, mon frère, je suis là. » Mais Samuel ne répondit pas. Et à ce moment-là, sur cette route poussiéreuse qui avait autrefois été remplie de rire, quelque chose se brisa en Michael.
comme si le monde avait changé, comme s'il était devenu plus froid, plus sombre. Il serra fort la main de son frère, ferma les yeux et murmura « Ne me laisse pas seul, s'il te plaît ». Les lumières de l'hôpital étaient trop vives, trop crues. Tout sentait l'alcool, la peur, l'urgence. Michael est arrivé en courant, toujours vêtu de ses habits sales, le visage strié de larmes séchées. Il ne sentait plus ses jambes. Il ne savait pas où il était. Il n'entendait que les pas rapides des infirmières, le bruit des gouttes de la perfusion, le bip des moniteurs. Tout semblait lointain, comme s'il était là mais en dehors de son corps. Samuel avait été emmené directement dans une pièce dont les portes se fermaient trop vite. Michael restait là, ne sachant pas où regarder. Quand sa mère est arrivée, le visage blanc de peur, serrant son sac à main contre sa poitrine, elle a vu son fils et a demandé, presque sans voix, « Où est-il » Michael ne pouvait pas répondre. Il s'est contenté de pointer du doigt, et les larmes sont revenues comme une tempête. Doña Rosa a couru à l'accueil, mais personne ne lui a rien expliqué. Quelques minutes plus tard, ou peut-être quelques heures, car le temps n'avait plus aucun sens, son père Ernesto est arrivé, le visage grave et les yeux rouges, mais sans pleurer. Il n'a serré personne dans ses bras. Il s'est juste assis sur un banc dans le couloir, a baissé la tête et est resté là, les mains jointes, comme s'il essayait d'empêcher quelque chose de s'échapper de lui. La porte des urgences s'est ouverte et le médecin est sorti. C'était un homme simple, au visage fatigué. Ses vêtements étaient tachés de sang. Il a lentement retiré sa casquette et s'est dirigé vers eux avec un regard qui en disait plus long que n'importe quel mot. « Il est dans le coma », a-t-il dit doucement, en regardant d'abord Rosa, puis Ernesto. « On ne sait pas s'il se réveillera. » Doña Rosa a secoué la tête comme si elle ne comprenait pas, comme si c'était une autre langue. « Le coma ? Mais ce matin, il riait. Il était... » La voix s'éteignit. Michael ressentit une douleur si vive dans la poitrine qu'il dut s'asseoir. Sa tête tournait, ses mains tremblaient. Rosa porta ses deux mains à son visage et se mit à se balancer d'avant en arrière, sans émettre le moindre son au début. Puis vinrent les pleurs, des pleurs qui déchiraient l'air, des pleurs sans cri, sans force, juste du désespoir. Le père restait immobile, sans bouger, fixant simplement le sol. Il respirait bruyamment et semblait soudainement plus vieux, comme si 10 ans s'étaient écoulés en 5 minutes. Michael se tenait là, silencieux, dans un coin, les yeux rivés sur une tache sombre près de la porte. Il entendait tout résonner, sa mère qui pleurait, son père qui respirait profondément, le médecin qui disait qu'ils feraient tout leur possible, mais que tout leur possible ne suffisait pas. Dans sa tête, une phrase se répétait sans cesse. Il est dans le coma, on ne sait pas s'il se réveillera. C'était comme une sentence, comme un mur, comme une fin qui arrivait sans prévenir. Michael ferma les yeux, et là, dans ce couloir froid, le temps s'arrêta. La pièce était petite et froide, avec des murs carrelés de blanc et une forte odeur de médicaments. La fenêtre donnait sur un couloir terne où résonnaient constamment des bruits de pas rapides, de brancards qui grinçaient et d'infirmières qui murmuraient des ordres. Mais à l'intérieur, là où Samuel était allongé, tout était silencieux, un silence épais qui faisait mal aux oreilles. Michael venait tous les jours, s'asseyait sur la même chaise à côté du lit. Il n'utilisait pas son téléphone portable et ne lisait rien. Il restait simplement là avec son frère. Au début, il parlait beaucoup, racontant chaque détail de la journée, chaque souvenir idiot de leur enfance, imitant des voix et racontant des blagues comme s'il essayait de réveiller son frère avec la force de sa voix. « Tu te souviens quand on a attrapé le chien du voisin et qu'on l'a jeté dans la piscine ?» disait-il en souriant, les yeux remplis de larmes. Doña Lucha a failli appeler la police, mon frère, mais Samuel ne répondait pas, ne clignait pas des yeux, ne bougeait pas. Michael a aussi chanté doucement des chansons qu'ils aimaient tous les deux quand ils étaient petits, d'autres que leur mère écoutait à la radio dans la cuisine. Il chantait faux, d'une voix tremblante, et parfois, quand la tristesse était trop grande, il se contentait de pleurer en silence. Une nuit, l'hôpital était particulièrement calme. Les lumières du couloir avaient été éteintes plus tôt, et seule la faible lumière de la table de chevet éclairait le visage pâle de Samuel. Michael était appuyé sur le bord du lit, la tête posée sur le matelas, fixant le plafond sans penser à rien. C'est alors qu'il l'a vu. Le miroir accroché au mur à côté du lavabo a commencé à s'embuer lentement, comme si quelqu'un avait respiré tout près, mais il n'y avait pas de vapeur. Il ne faisait pas froid, rien ne pouvait expliquer ça. Michael a lentement relevé la tête et a froncé les sourcils. Il a regardé autour de lui. Tout était calme. Samuel était toujours allongé. Les machines faisaient leur bruit habituel. Il regarda à nouveau le miroir. Son reflet était là, mais quelque chose n'allait pas. Il souriait, mais Michael ne souriait pas.
Il se leva lentement, fit 2 pas et s'approcha du miroir. Le reflet souriait toujours, mais ce qui donnait le plus de frissons à Michael, c'étaient les yeux. Ce n'étaient pas ses yeux, c'étaient ceux de Samuel. Les mêmes yeux vifs et espiègles qu'il connaissait depuis le berceau, ces yeux qui brillaient lorsqu'il faisait une bêtise, qui se remplissaient de larmes cachées lorsqu'il voyait leur mère triste, qui le regardait parfois sans rien dire, mais en disant tout. Michael posa sa main sur le miroir. Le verre était chaud, brûlant. Michael murmura « Samuel », sans savoir pourquoi. Le reflet continua de sourire, mais ne répondit pas. Peu à peu, la buée disparut et le reflet redevint normal, sans sourire, sans étincelle. Juste un garçon aux yeux fatigués et au visage marqué par les nuits blanches. Michael resta là à se regarder, essayant de comprendre son essoufflement et ses mains froides. Mais au fond de lui, il sentait que ce n'était pas son imagination, que d'une manière ou d'une autre, son frère avait essayé de lui parler, même si ce n'était qu'avec ses yeux, même si c'était de l'autre côté du miroir. Michael devint étrange après cette nuit-là. Il parlait moins et mangeait à peine. Ses yeux étaient enfoncés et cernés. Il passait des heures assis sans bouger, fixant le miroir de la chambre d'hôpital comme s'il attendait que quelque chose se reproduise. Quand sa mère lui en parlait, il haussait les épaules ou faisait semblant de ne pas entendre. Mais un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans la petite salle à manger surchauffée de l'hôpital, il baissa la tête, repoussa le pain dans son assiette et murmura très doucement « Il m'appelle dans le miroir ». Doña Rosa arrêta de remuer le sucre dans son café et regarda lentement son fils. « Que veux-tu dire par « Il t'appelle, mon fils » Michael regarda ses doigts serrant le gobelet en plastique. « Je le vois tous les soirs dans le miroir. Il est de l'autre côté et m'appelle avec sa main. » Elle essaya de cacher sa peur avec un petit sourire, mais sa voix tremblait. « C'est sûrement la fatigue, mon amour. »« Ça a été un gros choc, pas vrai ?»« Ce n'est pas un rêve, » dit Michael, les yeux remplis de larmes. « Et quand je dors, je rêve de lui. Toujours la même chose, lui de l'autre côté, la main tendue, comme s'il attendait que je la prenne. » Rosa prit la main de son fils sur la table. Elle était glacée, elle ne savait pas quoi faire. C'était comme si elle avait 2 enfants qui souffraient en même temps, l'un dans son lit et l'autre devant elle, disparaissant petit à petit. Cet après-midi-là, elle emmena Michael à la petite chapelle du village, située en haut de la colline. Le père Thomas y vivait, un homme simple et âgé, au regard fixe et aux mains rugueuses. Il les accueillit en silence avec une tasse de thé chaud. Michael ne voulait pas parler au début. Il fixait simplement le sol. Mais après un moment, lorsque Rosa sortit pour prier seule, il s'ouvrit et lui raconta tout à propos du miroir, le sourire de Samuel, ses yeux, ses cauchemars, le sentiment qu'on l'éloignait. Le père Thomas ne l'interrompit pas une seule fois. Il se contenta d'écouter comme quelqu'un qui avait déjà entendu des histoires de ce genre. Lorsque Michael eut terminé, le prêtre resta un moment à regarder la vapeur qui s'élevait du thé, comme s'il réfléchissait à la manière de dire ce qu'il voulait dire. « L'amour entre jumeaux, dit-il doucement, va parfois au-delà du corps. » Michael leva les yeux, attendant une explication plus détaillée, des conseils. Mais le prêtre ne dit rien de plus. Il posa simplement sa main sur sa tête et fit le signe de croix. De retour à la maison, Rosa lui demanda « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Michael répondit en regardant par la fenêtre de la voiture que l'amour entre jumeaux va parfois au-delà du corps, et rien d'autre, comme si ça disait déjà tout, comme s'il savait au fond de lui que ce qu'il ressentait n'était pas juste dans sa tête. Les jours passaient, les uns après les autres, tous semblables. L'hôpital, la chambre, la chaise à côté du lit de Samuel. Peu à peu, Michael a commencé à disparaître, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il a arrêté d'aller à l'école, arrêté de répondre aux messages de ses potes. Il ne prenait plus son téléphone portable. Il ne voulait plus rien savoir de personne. Il voulait juste être là, près de son frère. Quand ses parents insistaient pour qu'il sorte un peu, prenne l'air, voie la lumière du jour, il souriait un peu et disait « Pourquoi ?» puis se rassoyait dans le même coin, de la même manière, tous les jours. Mais bientôt, même cela changea. Michael se mit à parler tout seul, d'abord à voix basse, puis à voix haute, comme s'il s'adressait à quelqu'un à côté de lui. « T'as vu ça ?» disait-il en regardant le miroir ou le plafond, ou bien il éclatait soudainement de ce petit rire moqueur. Mais ce n'était pas son rire, c'était celui de Samuel, exactement le même. Un après-midi, alors que Rosa changeait l'eau des fleurs dans la chambre, elle entendit « Ne sois pas bête, Sam. Je sais que tu as été mort de peur devant les films d'horreur. Ne mens pas. » Elle se retourna lentement, pensant que quelqu'un était entré, mais c'était juste Michael, assis avec un sourire, fixant le mur. Elle ne dit rien. Elle continua simplement à changer l'eau,
Mais, à l'intérieur, son cœur se serrait au fil des jours. Il se mit à parler avec un accent, d'une manière qui n'était pas la sienne, plus rapide, plus détendue, comme s'il imitait quelqu'un, mais personne ne riait, personne ne trouvait ça drôle. Papa Ernesto tint bon aussi longtemps qu'il le put, mais un soir, il trouva Michael dans le jardin, regardant le miroir de la salle de bain qu'ils avaient ramené à la maison. Il était pieds nus, sa chemise était de travers, son regard était perdu. « Qu'est-ce que tu fais là, mon fils ?» Michael se retourna avec un sourire étrange, mais ne répondit pas. Ernesto s'approcha de lui et le saisit fermement par les épaules, non pas avec colère, mais avec crainte. « Michael, regarde-moi, tu me fais peur, mon fils. » Michael cligna lentement des yeux, comme s'il revenait d'un endroit lointain. Sa voix était douce. « Je veux juste parler, papa. » Ernesto prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Sa main tremblait sur le dos de son fils. « Samuel est vivant. On a déjà presque tout perdu. On ne va pas te perdre toi aussi. » Michael ne répondit pas. Il posa simplement sa tête sur la poitrine de son père et, pour la première fois depuis des jours, pleura silencieusement, presque sans air. Et là, dans l'obscurité de la cour, avec un miroir sale à proximité et l'odeur de la nuit dans l'air, le père et le fils restèrent enlacés. Deux hommes brisés, l'un essayant de retenir l'autre, tous deux craignant de ne pas y parvenir. La nuit était plus froide que d'habitude, le vent faisait un bruit bizarre en passant par les fissures de la fenêtre de la salle de bain. À l'intérieur, la lumière tamisée clignotait et le miroir était embué. Même si personne ne s'était lavé, même s'il n'y avait pas de vapeur, il semblait respirer tout seul. Michael se tenait là, silencieux, regardant son reflet. Il avait de profondes cernes sous les yeux, les cheveux en bataille, les lèvres gercées, mais ce n'était pas pour ça qu'il était là. Il était silencieux, immobile, les yeux fixés sur le miroir comme s'il attendait une réponse, comme s'il écoutait un murmure venant de loin. Soudain, il vit Samuel. Ce n'était pas son reflet, ce n'était pas lui. C'était Samuel de l'autre côté du miroir, avec les mêmes yeux que d'habitude, mais cette fois, il pleurait vraiment, comme s'il demandait de l'aide, comme s'il disait « Sors-moi d'ici ». Michael recula d'un pas. Il avait du mal à respirer. Il secoua la tête, ferma les yeux, les rouvrit, et c'était toujours là. « Pourquoi ?» murmura-t-il d'une voix tremblante. « Pourquoi es-tu comme ça ?» Le reflet ne répondit pas. Il se contenta de pleurer. Michael sentit quelque chose se briser en lui, un désespoir silencieux qui venait du plus profond de son âme, comme un enfant perdu appelant sa mère. Il cria « Ça suffit !» Et soudain, sans réfléchir, sans mesurer, il attrapa le gobelet en plastique qui se trouvait dans l'évier et le jeta sur le miroir. Le verre se brisa dans un bruit sec. Un morceau vola loin, un autre tomba directement dans l'évier et un morceau plus gros tomba sur le sol. Michael recula, respirant bruyamment, le cœur battant très fort. Le bruit avait été fort. Rosa arriva en courant de la chambre, pieds nus, sa robe de chambre encore en désordre. Elle se tint dans l'embrasure de la porte. « Que s'est-il passé, Michael? Tu vas bien ?» Mais lorsqu'elle regarda la salle de bain, il n'y eut ni cri ni réponse, juste Michael debout au milieu de la salle de bain, les yeux remplis de larmes, les mains tremblantes. Le miroir avait maintenant une longue fissure au milieu, comme s'il avait été coupé avec un rasoir. Sur le sol, parmi les morceaux, un morceau en forme de triangle brillait et en son centre, une vraie larme, humide comme si quelqu'un l'avait laissée là. Rosa se baissa lentement, regarda le morceau, regarda son fils. « Tu t'es coupé ?» Michael secoua la tête, bougeant presque les lèvres. Ce n'était pas le mien. Elle ne comprenait pas, mais sa façon de parler, son regard sur le miroir, la poussèrent à se taire. Elle ramassa le morceau avec précaution, l'enveloppa dans un tissu, puis emmena Michael dans sa chambre. Elle s'assit avec lui sur le lit et lui caressa les cheveux comme elle le faisait quand ils étaient petits. Aucun d'eux ne dormit cette nuit-là, et le miroir resta là, fêlé comme une fissure dans le mur. Cette nuit-là était différente. Michael était épuisé, son corps lui faisait mal, sa tête était lourde. Il s'endormit sans le vouloir, appuyé contre le bord du lit de Samuel, les doigts toujours agrippés à ceux de son frère. Et c'est là qu'il rêva de lui. Dans ce rêve, ils étaient ensemble, mais ce n'était pas à l'hôpital, ce n'était pas dans cette chambre aux murs froids. C'était un immense champ rempli de fleurs jaunes, oranges et rouges, des fleurs que Michael n'avait jamais vues auparavant. Et le ciel était d'un bleu qui ne semblait pas appartenir à ce monde. Samuel était à côté de lui, en bermuda, vieux t-shirt, pieds nus, avec le même sourire qu'il avait toujours quand il volait des mangues dans le jardin des voisins. « Est-ce que c'est réel ?» demanda Michael en tournant en rond, humant le doux parfum des fleurs.
Samuel répondit d'une voix calme, « C'est paisible ici, mais ce n'est pas pour toujours. » Michaël le regarda, perplexe, fit un pas, voulut en savoir plus, mais Samuel s'éloignait déjà parmi les fleurs. « Attends !» cria Michaël. Il tourna la tête, sourit à nouveau et dit « Réveille-toi, idiot !» À ce moment-là, Michaël ouvrit les yeux. Il était de retour à l'hôpital, dans une chambre faiblement éclairée, où le silence était rompu par le bruit des moniteurs, mais quelque chose avait changé. Le cœur de Samuel, qui jusqu'alors était resté stable et monotone, se mit à battre plus vite. Le bip était désormais plus rapide, pas de beaucoup, mais c'était perceptible. Il était vivant. Michaël bondit, regarda le moniteur et serra la main de son frère. Son cœur battait vite. « Tu m'as entendu, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, la voix brisée. C'était toi. Il n'en parla à personne, pas ce jour-là, mais quelque chose en lui avait changé. Le lendemain matin, il prit des cahiers et des stylos et commença à écrire des lettres à Samuel. Des choses simples. Le ciel était magnifique aujourd'hui. Maman a pleuré au petit déjeuner, mais ensuite elle a souri. Papa a réparé le robinet. Ça me manque quand tu frappais à la porte de la salle de bain quand j'étais en retard. Il écrivait et pliait soigneusement le papier. Parfois, il le glissait sous l'oreiller de son frère. D'autres fois, il allait dans la cour de l'hôpital où se trouvait un vieux bidon métallique. Il allumait une allumette et brûlait la lettre là, en silence. Le papier se transformait en cendres et s'envolait avec le vent. « Apporte-la lui », disait-il en regardant le ciel. C'était sa façon de ne pas devenir fou, de rester proche, de croire que quelque part, Samuel était toujours là et lisait. Et chaque nuit, sans manquer de dormir à côté de son frère, parfois en lui tenant la main, d'autres fois juste en touchant le lit de son épaule, il attendait un nouveau rêve, un nouveau signe, car maintenant il était sûr que Samuel était toujours là et que le chemin n'était peut-être pas aussi loin qu'il semblait. Le petit matin était calme, un de ceux qui semblent peser sur l'air. L'hôpital dormait avec ses couloirs vides et ses lumières froides. Dehors, la nuit était épaisse, sans vent, sans bruit, mais à l'intérieur de cette chambre, quelque chose n'était pas en paix. Rosa se réveilla avec une sensation. Ce n'était pas un bruit, ce n'était pas un rêve, c'était une agitation qui lui serrait la poitrine. Soudain, elle se leva lentement, enfila ses sandales et quitta la petite chambre où ses parents se reposaient. Le couloir était vide. Elle marcha à petits pas vers la chambre où se trouvaient ses enfants. La porte était entr'ouverte, tout était sombre sauf la lumière bleue du moniteur qui clignotait dans le coin. Elle entra, le cœur serré. Le lit de Michaël était vide. Elle regarda autour d'elle. Rien. La lumière de la salle de bain était allumée. Elle s'y rendit, et lorsqu'elle ouvrit la porte, ce qu'elle vit la glaça. « Je pars avec lui, juste pour un petit moment, juste un petit moment. » Rosa sentit ses jambes fléchir. Elle fit 2 pas rapides et l'attrapa par les épaules. « Michaël, mon fils, réveille-toi. » Il ne réagit pas. Il continuait à murmurer comme s'il était ailleurs, comme si son corps était là, mais que son âme était déjà partie. « Ne me fais pas ça !» le supplia-t-elle en le secouant vigoureusement. « Réveille-toi, s'il te plaît. » Puis Michaël ouvrit les yeux. Pendant un instant, elle crut qu'il était revenu, mais il ne la voyait pas. Son regard était perdu, vide, très profond, et en une seconde, il s'évanouit. Son corps tomba en avant, et Rosa le retint du mieux qu'elle put, pleurant et criant dans le couloir. « À l'aide! Aidez mon fils !» Les infirmières accoururent, soulevèrent Michaël avec précaution, l'allongèrent sur la civière, lui mirent de l'oxygène, lui braquèrent une lampe dans les yeux, vérifièrent son pouls, mais Rosa ne pouvait que fixer le miroir. La fissure était toujours là, comme une cicatrice vivante, et son visage s'y reflétait, pâle et effrayé, les yeux remplis de larmes. Elle posa sa main sur la surface froide du verre, et d'une voix plus douce qu'un soupir, dit « Rendez-moi mon fils, rendez-moi les deux ». Et elle resta là en silence, tenant la main de son fils inconscient, ne comprenant plus ce qui était rêve, ce qui était réalité, ce qui était perte. Elle savait seulement que quelque chose lui échappait, et elle ne savait plus comment l'arrêter. L'évanouissement de Michaël fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le lendemain, ils appelèrent un médecin de la capitale, un jeune spécialiste instruit, portant des lunettes rondes et utilisant des mots compliqués. Il s'assit avec Rosa et Ernesto dans une petite chambre d'hôpital qui sentait le café froid et était équipée d'un ventilateur qui faisait plus de bruit qu'il ne soufflait d'air. « Le cas de votre fils est grave », a-t-il dit en ouvrant un dossier contenant des papiers et des tests. Le nom clinique est trouble dissociatif, traumatisme profond. Il a perdu le sens de la séparation entre lui-même et son frère. Il vit dans un état de confusion émotionnelle. Rosa a juste écouté
mais n'a presque rien compris. Elle voyait juste son fils disparaître un peu plus chaque jour. « Il risque de se perdre », a répondu le médecin sans détour. C'est comme s'il essayait de vivre à la place de son frère, par douleur, par amour. Il a prescrit une liste de médicaments, antidépresseurs, anxiolytiques, stabilisateurs de l'humeur. Il a tout remis dans une enveloppe et a dit qu'il devait commencer immédiatement. Michael a écouté en silence, a pris les pilules et l'a remercié d'un geste, faisant semblant d'accepter. Mais personne n'a vu quand il a tout jeté dans la poubelle de la salle de bain. Cette même nuit, alors que tout le monde dormait, Michael est retourné devant le miroir, a allumé une petite bougie dans un coin de la pièce, a retiré le capuchon d'un stylo bleu et a écrit une autre lettre. Assis par terre, respirant calmement, les yeux fixés sur la page, il a écrit soigneusement d'une écriture ferme mais triste. « Si je ne reviens pas, prends soin de lui. Je dois partir pour lui. » Il a signé avec leurs deux noms, Michael et Samuel, a plié soigneusement le papier et allait le brûler. Mais cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Il l'a laissé sur le lit, comme quelqu'un qui laisse un mot, une demande, un dernier lien. Le lendemain matin, Rosa est entrée dans la chambre pour appeler son fils pour le petit déjeuner. Le soleil brillait à travers la fenêtre, touchant doucement les draps. Elle a vu le papier avant de voir Michael. Elle l'a lu lentement, sa main et son cœur tremblaient. Il s'est presque arrêté. Elle s'assit sur le sol. Elle ne cria pas, elle ne courut pas, elle resta simplement là, la tête baissée, les doigts serrant la lettre contre sa poitrine, pleurant doucement, comme quelqu'un qui prie sans parole, comme quelqu'un qui comprend au plus profond de son âme que l'amour peut être plus fort que tout, mais qu'il peut aussi faire mal jusqu'à l'os. Michael commença à changer à nouveau, mais pas de la manière qui effrayait ses parents auparavant. C'était désormais quelque chose de plus subtil et de plus profond. C'était comme si le silence entre lui et son frère avait été rempli de souvenirs, mais pas les siens. Michael était assis sur le banc dans le jardin de l'hôpital quand il appela l'infirmière Clara, une jeune femme qui s'était occupée des enfants avec affection depuis le premier jour. Elle pensait qu'il s'agissait simplement d'une autre demande d'eau ou de l'heure, mais Michael la regarda intensément, comme s'il portait un secret sur son dos. « Je me souviens de quelque chose qui n'est pas à moi », dit-il à voix basse. Elle s'assit à côté de lui, rangeant son badge dans sa poche. « Que veux-tu dire, mon chéri ?» Michael hésita, se gratta la nuque et regarda le sol. Un baiser avec Louisa derrière la salle de musique. C'était le jour où il pleuvait fort et où il y a eu une coupure de courant à l'école. Clara fronça les sourcils. « Louisa, celle qui étudiait avec vous ?» Il acquiesça. Il ne m'en a jamais parlé, mais je l'ai vue. Je me souviens de l'odeur de son parfum, des papillons dans mon ventre, de la façon dont elle a posé son front contre le sien et lui a dit « Seulement si c'est notre secret ». Clara a dégluti et est restée silencieuse pendant quelques secondes. « Michael, comment tu sais ça ?» Il a regardé devant lui, le regard quelque peu perdu. « Je ne sais pas, je le sais, c'est tout. » Elle se leva, essayant de cacher sa surprise, mais la peur était évidente sur son visage. Elle partit rapidement, prétextant avoir quelque chose à faire, et Michael resta là, les mains sur les genoux, sentant la douce brise comme si quelqu'un venait de passer tôt ce matin-là. Quelque chose s'était passé. L'horloge de l'hôpital indiquait 3 heures du matin lorsque le moniteur dans la chambre de Samuel émit un son différent, un son aigu suivi d'un rythme rapide. Les médecins se précipitèrent, les lumières s'allumèrent et des pas rapides résonnèrent dans la chambre. Samuel sourit légèrement, presque imperceptiblement, mais il sourit. « C'est un réflexe », dit un médecin en notant les données sur la feuille. Il y a peut-être une activité involontaire. Mais de l'autre côté de la vitre, dans le couloir, Michael a tout vu, debout main dans la main avec Rosa. Et à ce moment précis, il a aussi souri, le même sourire, de la même manière, comme si leur cœur avait battu en même temps, comme si quelque chose à l'intérieur du coma avait répondu, comme si, l'espace d'un instant, le miroir entre les deux s'était à nouveau brisé, mais cette fois pour laisser passer un peu de vie. Le jour se levait nuageux, avec ce ciel bas qui semblait peser lourdement sur la ville. L'hôpital était plus calme que d'habitude, même les infirmières ne parlaient pas fort. Il semblait que tout le monde sentait que quelque chose avait changé. À l'heure du déjeuner, alors que Rosa servait une soupe claire dans un petit gobelet en polystyrène, quelqu'un frappa doucement à la porte, 3 coups rapides. Michael leva les yeux le premier, et là, à l'entrée de la chambre, son béret à la main et l'air fatigué, se tenait son grand-père, Don Hector, le père d'Ernesto. On ne l'avait pas vu depuis des années. Il vivait loin, dans un village isolé,
auquel on ne pouvait accéder que par un chemin de terre et un pont en bois. Mais maintenant, il était là. Rosa était sans voix. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. « Papa !» Le vieil homme hocha la tête avec un sourire timide et serra sa belle-fille dans ses bras. Puis, il se dirigea vers le lit où Samuel dormait, ou luttait, personne ne savait plus, et lui caressa les cheveux doucement et silencieusement. Michael observait tout cela sans dire un mot, éprouvant un mélange de nostalgie et de respect. Grand-père avait toujours été un homme de peu de mots, mais quand il parlait, c'était comme si le temps s'était arrêté. Après quelques minutes, Don Hector s'approcha de Michael, s'accroupit devant lui jusqu'à ce qu'ils soient face à face, les yeux dans les yeux, et lui prit fermement les mains dans ses mains épaisses, dures et fermes. « Bonjour Michael, je vous ai vu naître tous les deux. Les médecins ne savaient même pas qui était qui. Vous étiez accrochés l'un à l'autre comme deux petits poissons dans un seau. Vous pleuriez ensemble, vous dormiez ensemble. » Michael sourit légèrement, ému. « Vous êtes nés ensemble, » continua-t-il, la voix tremblante. « Peut-être devrez-vous être séparés de la même manière. » Michael déglutit péniblement. Le monde s'arrêta un instant. « Que veux-tu dire par là ?» Grand-père ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de regarder son petit-fils comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Il y a des liens si forts qu'ils ne peuvent être rompus que lorsque l'un tire l'autre vers le bon endroit. Michael a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti, seulement un soupir coincé. Don Hector a pris son visage entre ses mains avec affection. « Si c'est de l'amour, mon petit-fils, ça fera mal, mais ça te guidera. Fais confiance à ce que tu ressens, pas à ce qu'on te dit que tu devrais ressentir. » Après ça, il embrassa Michael sur le front, se leva lentement et partit sans autre explication, sans autre mot. Il ne resta plus que le silence. Un silence rempli d'amour, rempli de douleur, rempli de tout ce qui ne peut être exprimé par des mots. Michael regarda son frère et sentit au fond de lui que quelque chose approchait, quelque chose qu'il ne pouvait plus éviter. La nuit tomba lentement, apportant avec elle ce silence pesant que seuls les couloirs d'hôpital connaissent. Dehors, la ville dormait. À l'intérieur, les horloges semblaient s'être arrêtées. Le son du moniteur cardiaque de Samuel était le seul signe du temps qui passait. Bip, bip, bip. Michael passa toute la journée en silence. Il ne pleura pas, il ne parla pas beaucoup, il se contenta de regarder son frère avec le regard de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. De temps en temps, il sortait prendre l'air, revenait et s'asseyait à côté du lit, tenant la main de son frère comme il l'avait toujours fait. Mais il y avait quelque chose de différent, une manière plus calme, plus ferme, comme si la douleur était devenue une certitude. Quand ses parents sont allés se coucher, fatigués d'une routine qui n'avait plus ni début ni fin, Michael s'est retrouvé seul dans la chambre. Il s'est levé lentement, a ouvert le sac à dos qui était toujours au pied du lit et en a sorti un vêtement. C'était le t-shirt gris préféré de Samuel, celui avec l'image d'un vieux groupe qu'il portait presque tous les week-ends. Le t-shirt avait encore son odeur, mélangée à celle de la lessive et de l'adolescence. Michael l'a enfilé lentement et avec précaution, comme s'il s'agissait d'une armure. Il est allé dans la salle de bain, s'est lavé le visage et s'est regardé dans le miroir, le même qui avait été cassé un jour. Il était maintenant recollé avec du ruban adhésif, mais il lui permettait toujours de voir ce qu'il avait besoin de voir. Son propre visage et les yeux de son frère cachés là, en arrière-plan. Il retourna dans la chambre, éteignit la lumière, ne laissant que la lampe allumée, regarda le lit, prit une profonde inspiration et murmura « Si tu m'entends, Sam, attends-moi simplement. » Il s'allongea prudemment à côté de son frère, très près de lui. Il remonta le drap jusqu'à sa poitrine et appuya son front contre celui de son frère. « Je ne pars que pour un petit moment, » murmura-t-il. Il ferma lentement les yeux et resta silencieux. Sa respiration ralentit, son corps se détendit, sa poitrine se soulevait et s'abaissait doucement, comme quelqu'un qui est prêt à traverser, non pas pour fuir, mais pour chercher. À ce moment-là, rien d'autre n'existait, seulement deux frères, l'un dans le coma, l'autre dans le silence, et un amour si profond que même le corps ne pouvait le supporter. Dans le rêve, tout était étrange, mais familier. Un ciel gris sans soleil ni lune, et un silence qui n'était pas effrayant, mais qui ne faisait que ralentir les battements du cœur. Michael se tenait là, pieds nus, sentant l'herbe humide sous ses pieds. Devant lui s'étendait une large rivière aux eaux calmes mais sombres, une de ces rivières qui semblent receler des secrets au fond. De l'autre côté, il voyait Samuel debout, les bras croisés, portant le même t-shirt qu'il aimait toujours, les cheveux en bataille, le visage sérieux mais avec ce demi-sourire que lui seul savait faire.
Michael sentit sa poitrine se serrer de tristesse, de soulagement, de tout à la fois. Michael cria fort « Reviens, idiot !» Samuel ne répondit pas. Il semblait juste écouter de loin. Michael fit un pas en avant. L'eau lui gelait les orteils. La rivière semblait profonde, infinie, mais il n'hésita pas. Il prit une grande inspiration et sauta. L'impact fut comme un coup porté au corps. L'eau l'entourait. Elle n'était pas seulement froide, elle était lourde, dense, comme si elle transportait des souvenirs, des peurs, tout ce qui faisait mal. Mais Michael nagea avec acharnement, avec détermination, comme si c'était sa seule chance, parce que c'était le cas. À chaque mouvement, il sentait son corps s'alléger, comme s'il laissait derrière lui le poids du monde. Lorsqu'il atteignit l'autre rive, haletant et trempé, il tomba à genoux sur la terre molle. Samuel courut vers lui. Il ne dit rien, se contenta de s'agenouiller à son tour, et les deux hommes se regardèrent de près, très près. « J'avais peur », dit Samuel, la voix brisée, « mais tu es venu. » Michael déglutit, respirant bruyamment. « Je ne sais pas comment rentrer sans toi. » Samuel sourit, les yeux remplis de larmes. « Alors reste un peu. » Ils s'étreignirent dans ce monde qui semblait n'exister que pour eux deux. Une longue étreinte, comme si le temps s'était arrêté juste pour laisser passer ce moment. Aucun d'eux ne pleura, mais le silence entre eux disait tout. C'était comme si la douleur, la tristesse, l'absence, tout avait pris forme et guéri là, dans cette étreinte, de l'autre côté de la rivière. Le monde réel attendait, mais à ce moment-là, aucun d'eux ne voulait revenir parce que pour la première fois depuis longtemps, ils étaient complets ensemble et complets. L'étreinte se poursuivait encore lorsque la lumière apparut. Elle ne venait ni du ciel ni de la terre. C'était comme si elle était née en eux, grandissant petit à petit jusqu'à tout remplir, une lumière blanche calme qui ne blessait pas les yeux. Elle était chaude mais ne brûlait pas. Elle touchait la peau comme une caresse, comme un soulagement. Samuel regarda la lumière, puis son frère. « Il est temps de rentrer », dit-il, presque dans un murmure. Michael lui serra fort le bras. Il ne voulait pas le lâcher, pas encore. « Et si je ne me souviens de rien ?» demanda-t-il, la voix tremblante, presque comme celle d'un enfant. Samuel sourit comme il le faisait toujours quand il disait « Fais-moi confiance, je me souviendrai pour nous deux ». Michael ferma les yeux. Il sentit la lumière devenir plus intense. Il sentit sa peau picoter. Il sentit son cœur battre différemment, comme si quelque chose le tirait lentement en arrière. Et puis, en une seconde, tout disparut. À l'hôpital, il était 3h05 du matin, quand Michael a crié. Il s'est réveillé en sueur, le souffle court, les yeux grands ouverts, comme s'il venait de sortir de l'eau. Le cri a résonné dans tout le couloir. Les infirmières ont accouru, les médecins se sont précipités dans la chambre. « Tout va bien !» a crié Rosa, effrayée mais soulagée. « Il est revenu, il est revenu !» Pendant ce temps, dans le lit à côté du sien, le moniteur de Samuel émettait un son différent. Bip, 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 puis soudainement le silence. Le son s'est arrêté, la ligne est restée plate. « Code bleu !» a crié l'un des médecins. La chambre est devenue un tourbillon de mains, de voix et de machines essayant de réanimer Samuel. Son corps était immobile, ses yeux toujours fermés. Et puis, alors que personne ne s'y attendait, le son revint, faible au début, puis plus fort. Bip, bip, un battement de cœur vivant. Rosa pleura, les mains sur le visage. Ernesto s'appuya contre le mur, tremblant. Et là, sans un bruit, le miracle commença. Les doigts de Samuel bougèrent un peu. Un léger tremblement dans son index droit, mais c'était suffisant. C'était la vie, c'était une réponse. Michael, toujours allongé, le sentit même si ses yeux étaient fermés, même s'il était faible. « Je te l'avais dit », murmura-t-il, presque sans voix. « Je suis venu pour toi. » Puis il fondit en larmes dans cette petite pièce, entre la lumière des machines et l'odeur d'alcool. Quelque chose d'impossible s'était produit, et tout le monde le sentait. L'aube n'était même pas encore levée lorsque Samuel ouvrit les yeux. Ses paupières lourdes s'ouvrirent lentement. Le monde autour de lui était flou. La lumière de la table de chevet éclairait doucement le plafond et le son du moniteur cardiaque remplissait le silence de ce bip qui ressemblait désormais à une chanson. Il cligna des yeux et essaya de se concentrer. Son corps était léger et faible, comme s'il revenait d'un endroit lointain. Il tourna la tête avec effort et le vit, Michael, assis à côté du lit, affalé d'épuisement, le visage gonflé d'avoir tant pleuré. Il dormait, la bouche légèrement ouverte, une main agrippant le coin du drap de son frère comme quelqu'un qui ne voulait pas le lâcher, même pour une seconde. Samuel le regarda pendant un moment sans rien dire, juste en ressentant qu'il était de retour,
en ressentant que quelqu'un l'avait attendu. D'une voix aussi douce qu'un souffle, il murmura « Merci d'être resté avec moi ». Et une larme coula lentement, chaudement, silencieusement, le long de son œil et se perdit dans l'oreiller blanc. Quelques minutes plus tard, Michael se réveilla le premier. Il bougea simplement la tête, à moitié endormi, puis ouvrit les yeux et vit Samuel éveillé, qui le regardait. Pendant une seconde, Michael retint son souffle. Son cœur s'arrêta. Sa gorge se serra. Puis tout explosa dans sa poitrine. Michael cria en bondissant « C'est vraiment toi ?» Samuel ne dit rien. Il ouvrit simplement les bras, puis vint l'étreindre. Michael se jeta dans ses bras avec précaution, mais avec la force de quelqu'un qui avait porté le poids du monde sur ses épaules pendant des mois. Il le serra fort dans ses bras et pleura de toutes ses forces. Samuel pleura aussi, des pleurs silencieux, fatigués, mais pleins de soulagement. Les infirmières qui venaient d'entrer avec les résultats des tests se sont arrêtées et ont couvert leur bouche de leurs mains. L'une d'elles se mit à pleurer aussi, et l'autre courut prévenir les médecins. Rosa arriva en courant quelques secondes plus tard. Elle vit les deux hommes enlacés et s'agenouilla, les mains couvrant son visage, la bouche tremblante, mais elle ne dit rien. Elle se contenta de pleurer, rendant grâce en silence, comme quelqu'un qui assiste à un miracle, comme quelqu'un qui sent qu'à cet instant, la vie a repris son cours malgré tout, malgré la douleur. Là, dans cette étreinte, il y avait plus que deux frères. Il y avait l'impossible qui se produisait devant tout le monde, et personne ne pouvait retenir ses larmes. Les jours suivants furent lents et prudents, comme si chaque minute était trop sacrée pour être précipitée. Samuel, bien qu'il fût réveillé, ne parlait toujours pas beaucoup. Les mots sortaient lentement, emmêlés, et parfois ils ne sortaient pas du tout, mais ses yeux disaient tout. Quand il regardait son frère, c'était comme s'il disait « Je suis là », sans avoir besoin d'ouvrir la bouche. Michael comprenait. Il s'asseyait côte à côte sur le lit, parfois en silence, parfois en écoutant la télévision à faible volume, parfois en sentant simplement le vent souffler par la fenêtre ouverte, mais le plus beau détail était la main de Samuel. Il ne lâchait pas la main de son frère. Il la tenait fermement, comme s'il avait peur de la lâcher une fois et ne voulait pas prendre le risque de le refaire. Même quand il dormait, il continuait à la serrer, et ça suffisait. Cette main chaude et vivante entre ses doigts. Michael, de son côté, a aussi changé. Il parlait moins, marchait lentement, et chaque soir avant de se coucher, il faisait un petit rituel. Il prenait un vieux chiffon bleu, du genre de ceux qu'on utilise pour nettoyer le sol, et couvrait le miroir de la chambre avec soin, respectueusement, comme quelqu'un qui ferme une porte, car il savait que de l'autre côté, il y avait encore quelque chose qui restait, qui attendait peut-être, mais que ce n'était pas le moment, juste pour un moment, murmurait-il en tendant le bras pour fixer le chiffon avec du ruban adhésif. D'abord, nous devons vivre ici. Rosa l'a vu faire ça plusieurs fois. Elle n'a rien dit, elle l'a juste regardé depuis le seuil de la porte, les yeux remplis de larmes. Elle savait que son fils ne faisait pas ça par peur, mais par amour, par instinct protecteur, par épuisement peut-être, mais surtout par gratitude. Le dernier soir de cette semaine, avant d'éteindre la lumière, Michael regarda son frère, déjà endormi, et dit très doucement « On est de retour, Sam, et maintenant, je ne te laisserai plus partir. » Il éteignit la lumière, et le chiffon était toujours là, recouvrant fermement le miroir, car il y a des portes qu'on apprend à ne pas ouvrir deux fois, même si le cœur entend encore de l'autre côté. Le temps passa lentement, comme il se doit. Samuel revint progressivement, comme quelqu'un qui redécouvre son propre corps, pas à pas. Il parlait mieux, les sourires revinrent, mais il restait silencieux lorsque le sujet était cette période, la période du coma. Personne ne lui mettait la pression. Tout le monde était juste reconnaissant qu'il soit là, entier, jusqu'à un après-midi gris avec de la bruine et la fenêtre embuée. Les deux étaient assis sur le canapé du salon, le son de la télévision allumé et une chanson aléatoire jouant doucement en arrière-plan. Michael était distrait, mangeant des morceaux de pain avec du beurre. Samuel regardait le sol pensivement, très calme. Soudain, sans prévenir, il lâcha « Je t'ai vu ». Michael se retourna lentement. « Où ?» Samuel regardait devant lui sans le regarder directement. « Chaque nuit, je t'ai vu de l'autre côté. » Michael a arrêté de mâcher. Samuel a hoché la tête. Sa voix était faible et brisée. « Tu ressemblais à un ange, vraiment, mais tu étais tout mouillé, fatigué et en colère. Parfois, tu souriais, mais c'était bien toi. » Michael n'a pas répondu tout de suite. Il a juste regardé son frère avec les yeux pleins de larmes, la poitrine serrée. « Tu m'as appelé, n'est-ce pas ?» Samuel le regarda, resta silencieux un instant, puis acquiesça à nouveau. «
Une larme coula sur sa joue. « J'avais peur, dit-il, presque sans voix, mais quand tu es apparu, j'ai su que je n'étais pas seul. » Michael prit une profonde inspiration. Il eut presque envie de rire, mais le rire ne sortit pas. Un beau silence s'installa, un silence rempli de tout ce qu'il n'avait pas dit depuis des mois. Samuel posa sa tête sur l'épaule de son frère, et ils restèrent ainsi longtemps, la pluie tombant doucement sur la fenêtre, le monde extérieur défilant à toute vitesse, mais à l'intérieur, juste deux frères, l'un qui était revenu, l'autre qui n'avait jamais cessé d'attendre. Et dans ce regard, dans cette simple confession, vivait la plus belle chose de l'amour, le pouvoir de ramener même ceux qui semblaient trop perdus pour revenir. C'était la fin de l'après-midi, et le ciel était orange, comme s'il fondait derrière les arbres. Samuel est entré dans la pièce, les mains cachées derrière le dos et un petit sourire étrange sur le visage. Michael était allongé, les yeux rivés sur son téléphone portable, mais quand il a vu son frère debout là, avec ce regard qui disait qu'il mijotait quelque chose, il a haussé les sourcils. « Qu'est-ce que tu caches là ?» Samuel s'approcha lentement et sortit un simple cordon auquel était accroché un petit pendentif irrégulier. Il était transparent et brillait faiblement au centre. Michael prit l'objet avec précaution et reconnut rapidement ce que c'était. Ça vient du miroir. Samuel acquiesça. Maman l'avait gardé et j'ai conservé le morceau qui était tombé par terre cette nuit-là. Michael regarda le collier pendant quelques secondes, puis regarda son frère. Il ne dit rien. « Je l'ai fait pour toi », dit Samuel d'un ton plus sérieux. « Pour te rappeler que nous ne faisions qu'un. Nous l'avons toujours été. » Michael essaya de sourire, mais l'émotion lui serra la gorge. Il se contenta d'acquiescer et passa le collier autour de son cou avec des mains tremblantes. « Merci, Santi. Tu n'as pas à me remercier », répondit son frère en le serrant rapidement et fermement dans ses bras. « Ne l'enlève jamais. Oui, jamais. » Cette nuit-là, après que Samuel se soit endormi, Michael s'assit à son bureau avec un vieux cahier. Il l'ouvrit à une page blanche, prit une profonde inspiration et commença à écrire. C'était la dernière lettre, celle qui ne serait ni brûlée ni laissée sous l'oreiller, celle qui serait conservée pour toujours. Si un jour j'oublie, tu me le rappelleras. Et si c'est toi qui oublies, je reviendrai te chercher. Il plia soigneusement la page et la plaça dans une petite boîte en bois qu'ils utilisaient pour garder des photos quand ils étaient enfants. Il la ferma doucement et la posa au fond du tiroir. Michael éteignit la lumière, s'allongea, et là, dans l'obscurité, avec le collier froid contre sa poitrine et la certitude silencieuse que tout ce qu'ils avaient vécu était réel, il murmura « Si nécessaire, je retraverserai sans crainte », et il s'endormit paisiblement. Le temps passa, et avec lui, beaucoup de choses changèrent. Michael était maintenant un homme, son visage plus sérieux, son corps plus grand, son regard plus profond, mais ses yeux avaient toujours cette étincelle de quelqu'un qui avait vécu quelque chose que personne d'autre ne pourrait jamais vraiment comprendre. La vie continuait, mais ce n'était plus pareil, plus jamais pareil. Un après-midi, il retourna dans cette vieille maison, maintenant rénovée. C'était l'anniversaire de sa mère, et tout le monde était là, des rires, des voix, des odeurs délicieuses venant de la cuisine. Mais pour une raison quelconque, il s'éloigna, monta lentement les escaliers, se rendit dans son ancienne chambre et celle de Samuel. La porte grinçait toujours de la même manière, le miroir était toujours là, le même avec son cadre en bois rayé, la discrète fissure traversant toujours le coin comme une cicatrice que le temps avait refusé d'effacer. Michael se tint devant lui et le fixa pendant un moment. Il se vit, mais il avait l'air différent, plus grand, plus fort, plus complet. Il posa sa main sur sa poitrine et attrapa le collier, le même, le morceau du miroir. Il sourit légèrement puis murmura « Merci d'être revenu ». De l'autre côté, il n'y avait que du silence, aucune image différente, aucun mouvement étrange, juste un reflet simple et calme, mais à l'intérieur de sa poitrine, une chaleur silencieuse et réconfortante l'envahit, une sorte de présence qui ne peut s'expliquer avec des mots. Michael n'avait pas besoin de signes. Il savait que même s'il ne pouvait pas le voir, Samuel était là, dans son cœur, dans sa mémoire, dans le temps qui ne serait plus jamais oublié. Et dans ce silence devant le miroir, il n'y avait pas d'absence, il y avait de la gratitude pour tout, pour tant de choses, pour être revenu. Samuel a décidé qu'il voulait prendre soin des gens. Il disait que s'il était en vie, c'était grâce aux mains qui n'avaient pas lâché les siennes. Il s'est inscrit à l'école d'infirmier avec une envie que personne ne pouvait arrêter. Il était attentif, dévoué et avait une façon de traiter les patients qui touchaient le cœur,
surtout ceux qui semblaient seuls. Michael, lui, a choisi une autre voie, la psychologie. Il voulait comprendre les douleurs qui ne se voient pas. Il voulait mettre un nom sur ce qu'il avait lui-même vécu. Ce silence, cette peur, cet amour profond qui n'a pas de logique. Il étudiait à l'aube, lisait en secret, écrivait dans de vieux cahiers. C'était comme si, à chaque nouvelle histoire qu'il apprenait, il remontait un peu dans le temps et retrouvait des parties perdues de lui-même. Les deux ont commencé à travailler ensemble dans de petits hôpitaux de villages reculés. Samuel s'occupait des corps, Michael s'occupait des âmes, et ensemble, ils s'occupaient des liens. Ils allaient là où personne d'autre ne voulait aller. Ils s'asseyaient par terre dans le couloir, attendant en silence à côté des lits où des frères et sœurs ne s'étaient pas parlé depuis des années. Ils aidaient les familles à comprendre que parfois, ce qui semble perdu n'attend qu'un geste. Un après-midi, dans l'un de ces hôpitaux, Michael était dans le couloir en train de ranger des papiers lorsqu'il vit un garçon maigre assis sur une chaise en plastique dur, la main crispée sur celle d'un autre garçon, son frère, qui était allongé sur un brancard, intubé, les yeux fermés. Michael s'arrêta et le regarda pendant quelques secondes. Quelque chose dans ce geste l'interpella, une sorte de silence qu'il connaissait très bien. Il s'est approché lentement, s'est accroupi à côté de la chaise et a dit « Ne le lâche pas, même s'il semble loin, il peut encore t'entendre. » Le garçon n'a pas répondu. Il a juste hoché la tête, les larmes aux yeux, et a serré plus fort la main de son frère. Michael s'est relevé et a regardé au bout du couloir où Samuel est apparu dans sa blouse blanche avec un sourire calme. Ils se sont regardés et aucun des deux n'a eu besoin de dire quoi que ce soit. Le miroir s'était peut-être brisé un jour, mais le reflet restait là où il comptait le plus. Dans le cœur, dans l'amour qui sait attendre, dans l'amour qui sait revenir. Et maintenant je veux savoir, si tu étais à la place de Michael, traverserais-tu le miroir pour quelqu'un que tu aimes? Et si tu étais Samuel, aurais-tu le courage de revenir? Écris dans les commentaires ce que tu ferais. On lit tout avec beaucoup d'affection. Et n'oublie pas d'activer la cloche qui t'alerte quand il y a une nouvelle vidéo. Ici, chaque semaine, il y a une nouvelle histoire faite pour toucher le cœur. Oh, et avant de partir, clique sur la vidéo qui passe ici à l'écran. C'est une histoire qui a déjà fait pleurer beaucoup de gens, leur a rappelé ceux qu'ils aiment et a même changé leur vie. Crois-moi, tu ne l'oublieras pas.